Le 12 août 2025. À l'aube, un ultimatum discret fissure le Sahel. Céder 70% de l'or national promet un répit immédiat sur la dette, mais ouvre une perte durable de contrôle économique et symbolique pour le Burkina Faso. Pour les citoyens, que change ce choix? Et pourquoi Ibrahim Traoré emporte-t-il le poids politique au-delà d'un simple calcul budgétaire? En coulisses, le pays touche une ligne de non-retour. Ce qui suit ne consiste pas à juger une décision, mais à en décoder les mécanismes réels. L'enjeu central est simple à formuler, mais complexe à mesurer. Comment un choix présenté comme technique peut transformer durablement l'économie, la vie quotidienne et le rapport au pouvoir d'un pays entier? Pour le spectateur, l'intérêt est clair. Comprendre ce qui se cache derrière un chiffre brut et pourquoi ces effets dépassent largement les cercles financiers. Le cas du Burkina Faso agit ici comme un révélateur. Accepter l'échange proposé signifie gagner du temps budgétaire, mais inscrire l'économie dans une trajectoire de dépendance renforcée où chaque décision future reste conditionnée par des acteurs extérieurs. Refuser au contraire ouvre un chemin incertain marqué par des pressions diplomatiques, des tensions économiques et des arbitrages internes difficiles. Ibrahim Traoré n'est pas au cœur de cette séquence comme un symbole isolé, mais comme le point de convergence d'intérêts contradictoires. Ce récit promet donc une chose, relier chiffres, décisions et conséquences concrètes pour mesurer ce que coûte réellement le fait de choisir. 70%, ce chiffre, reçu à l'aube, a suffi à transformer une discussion financière en test de souveraineté. Il ne décrivait pas seulement une transaction, mais un rapport de force immédiat posé sur le bureau d'Ibrahim Traoré comme une ligne claire entre soulagement budgétaire et perte durable de contrôle. Pour comprendre pourquoi cette demande a provoqué un tel séisme, il faut replacer l'épisode dans un contexte plus large. Le Burkina Faso vit depuis des décennies avec un paradoxe structurel, une richesse minière abondante, mais une capacité limitée à en capter la valeur. L'or constitue un pilier des recettes nationales, tout en restant largement canalisé par des contrats anciens et des circuits financiers extérieurs. La dette, elle, s'est accumulée progressivement, présentée comme le prix nécessaire pour maintenir la stabilité et financer les services essentiels. L'ultimatum d'août s'inscrit précisément dans cet équilibre fragile. Officiellement, il s'agissait d'une opération rationnelle, convertir une ressource naturelle en marge budgétaire immédiate. Dans les faits, l'exigence touchait à un symbole central, celui de la maîtrise des richesses nationales sur le long terme. Pour Ibrahim Traoré, l'or n'était pas une simple ligne comptable, mais un levier stratégique capable de redéfinir la place du pays dans un système international perçu comme asymétrique. Autour de cette décision, les premières analyses internes ont convergé sur un point clé. Accepter l'offre aurait desserré la pression financière à court terme, mais réduit la capacité de négociation future. Refuser, en revanche, exposait le pays à des représailles économiques et diplomatiques rapides, tout en laissant ouverte la possibilité d'un repositionnement plus autonome. Cette tension entre urgence et horizon explique pourquoi une décision administrative s'est muée en moment politique majeur. La question initiale trouve ici un premier éclairage. Il ne s'agissait plus de savoir si le pays pouvait payer, mais s'il pouvait encore choisir. La décision ne s'est pas construite dans l'isolement. Autour d'Ibrahim Traoré, un cercle restreint de conseillers a commencé à traduire un ultimatum abstrait en conséquences concrètes, chacune éclairant un angle différent de la crise. Une économiste du ministère des Finances a posé les termes froidement. Céder l'or offrirait un répit budgétaire réel, mais supprimerait un actif capable de financer durablement des politiques publiques. Le gain serait immédiat, mais non reproductible. Un ingénieur des mines a déplacé le débat vers le terrain. Les gisements ne sont pas des réserves figées, a-t-il rappelé, mais des écosystèmes économiques complets, structurés autour de l'emploi, des infrastructures et des territoires entiers. Perdre le contrôle majoritaire sur ces sites signifiait aussi réduire la capacité de l'État à orienter ses priorités industrielles. La souveraineté prenait alors une dimension très concrète. Une juriste a introduit un élément plus discret, souvent négligé. Certains contrats miniers comportaient des clauses rarement activées, laissant
une marge de manœuvre légale sous-exploitée. Ce détail technique a modifié la perception du risque en montrant que le choix n'était pas strictement binaire. Ces échanges ont produit un premier impact mesurable, avant même toute annonce publique. Le regard porté sur la crise a changé, en interne comme dans l'opinion. Dans les rues de Ouagadougou, les rumeurs ont circulé, révélant une attente diffuse. Beaucoup ignoraient des mécanismes précis, mais percevaient que l'enjeu dépassait la dette. À ce stade, l'effet restait surtout psychologique, mais une question simple s'imposait déjà. Comment un choix économique peut-il redéfinir le rapport d'un peuple à son avenir ? Tout s'accélère en moins de 3 heures. À 6h30, l'ultimatum est officiellement enregistré. À cet instant précis, rien n'est encore visible à l'extérieur, mais le passage de l'hypothèse à l'action marque déjà un avant et un après. Ibrahim Traoré déclenche des protocoles préparés de longue date, conçus non pour une crise ouverte, mais pour un scénario de pression maximale où le temps devient une variable stratégique. À 6h45, les premiers ordres opérationnels sont transmis. Les sites miniers jugés stratégiques passent sous surveillance renforcée, les axes logistiques clés sont sécurisés sans démonstration de force excessive. Le message est volontairement sobre mais clair. Le contrôle effectif des ressources devient une priorité nationale. Il ne s'agit pas de provoquer, mais d'empêcher toute interférence susceptible de bloquer une décision souveraine en cours. À 7h00, une seconde étape est franchie, plusieurs canaux de communication non sécurisés sont suspendus sur des segments sensibles. Certaines entreprises étrangères perdent l'accès à des flux opérationnels précis, tandis que des réseaux techniques sont temporairement isolés. Cette coupure ciblée ne vise pas à paralyser l'économie, mais à empêcher l'anticipation hostile et les fuites stratégiques. Le rapport de force commence à se redessiner sans déclaration publique. À 7h30, les premières réactions diplomatiques arrivent. Appels urgents, messages codés, avertissements à peine voilés. Rien n'est encore rendu public, mais la pression monte rapidement. En interne, le choix est fait de ne pas répondre immédiatement. Le silence devient un outil. Chaque minute sans réponse affaiblit l'idée d'une négociation sous contrainte et renforce la perception d'une décision déjà engagée. À 9h00, la situation bascule dans l'espace public. Une image circule, captée par un drone civil au-dessus d'un site aurifère désormais sous contrôle étatique. Le drapeau national y apparaît distinctement. En quelques minutes, les mots « or, souveraineté et dignité » envahissent les fils d'actualité régionaux. Ce qui devait rester une opération technique se transforme en symbole politique partagé, bien au-delà des cercles spécialisés. À midi, Ibrahim Traoré prend la parole. Le discours est bref et volontairement dépouillé. Il n'entre pas dans le détail des mécanismes financiers, il insiste sur la responsabilité envers les générations futures et sur la nécessité de choisir une trajectoire, même coûteuse. Le cadrage opéré est décisif. Il ne s'agit plus d'un refus face à un ultimatum, mais d'une affirmation stratégique assumée. L'après-midi confirme l'onde de choc. Les marchés réagissent, les observateurs internationaux révisent leurs scénarios et les partenaires extérieurs recalculent leur marge de manœuvre. La séquence d'août cesse d'être un épisode isolé pour devenir un point de référence. Une décision administrative s'est transformée en moment politique, inscrit dans le réel, avec des conséquences immédiates et des répercussions encore difficiles à mesurer. La bascule est désormais actée. Ce qui reste à comprendre, c'est comment ces premières heures ont préparé le terrain des effets mesurables à venir. Avant l'ultimatum, la situation de référence était claire. Les réserves nationales d'or évoluaient lentement, la production annuelle restait élevée, mais une large part de la valeur échappait au contrôle direct de l'État. Après la décision d'août, les premiers écarts mesurables apparaissent, modestes mais significatifs, et permettent de passer d'un débat idéologique à une lecture chiffrée. Un premier indicateur apparaît, celui des réserves nationales d'or, les réserves nationales d'or. Dans le trimestre qui suit la reprise de contrôle de sites stratégiques, les autorités observent une hausse estimée à 5,6%. Exprimée concrètement, cette progression correspond à près de 200 millions de dollars de valeur supplémentaire désormais reconnue dans les comptes publics. Ce chiffre n'indique pas une création soudaine de richesse, mais un changement de captation. Autrement dit, l'or était déjà là.
La différence réside dans la part effectivement comptabilisée et mobilisable par l'État. Pour Ibrahim Traoré, cette donnée sert de preuve initiale. Le refus n'a pas immédiatement asséché la capacité financière, contrairement aux scénarios les plus pessimistes. Un deuxième indicateur se dessine, celui de la production aurifère annuelle. La production aurifère annuelle évaluée autour de 85 tonnes. Avant la séquence d'août, environ 60% de cette production transitait hors du contrôle direct du Burkina Faso via des entreprises étrangères et des circuits de financiers extérieurs. Après la décision, les estimations internes suggèrent qu'environ 40%, soit près de 34 tonnes, resteraient désormais sous contrôle national. La variation est moins spectaculaire qu'une nationalisation totale, mais elle modifie l'équilibre. Elle donne à l'État un levier accru sur les volumes exportés, les conditions de transformation et la redistribution des revenus associés. Le gain est progressif, mais structurel. Un troisième indicateur s'impose, celui de l'activité économique globale. L'activité économique globale. Les projections macroéconomiques anticipaient une contraction du produit intérieur brut d'environ 3,2% à court terme. Pris isolément, ce recul apparaît sévère. Replacé dans une trajectoire plus longue, il devient un coup de transition. Les économistes proches du gouvernement soulignent que cette baisse doit être comparée à une situation antérieure déjà contrainte, marquée par une croissance fragile et une dépendance persistante à l'aide extérieure. La question n'est donc pas seulement l'ampleur de la contraction, mais sa durée et sa capacité à être amortie. Ces trois chiffres ne racontent ni une victoire nette, ni un effondrement. Ils décrivent un déplacement d'équilibre. D'un côté, une perte temporaire de fluidité économique. De l'autre, un gain progressif de levier décisionnel. La hausse des réserves renforce la crédibilité financière, la reprise partielle de la production accroît la marge budgétaire future, et la contraction du PIB agit comme un signal d'alerte plutôt que comme une condamnation définitive. Pour Ibrahim Traoré, l'intérêt de ces données est double. Elles permettent de répondre aux critiques internes en montrant que la souveraineté économique peut être observée, mesurée et ajustée. Elles servent aussi de base à une stratégie évolutive, où chaque variable reste surveillée et corrigible. La question devient alors chiffrée et temporelle. Combien de temps faut-il pour transformer ces gains partiels en stabilité durable ? Face à la décision prise, le débat s'est rapidement structuré autour de deux lectures opposées, chacune appuyée sur des précédents concrets et des raisonnements cohérents. La première, portée par les analystes les plus prudents, insiste sur les risques immédiats de l'isolement financier. Selon eux, l'histoire récente offre de nombreux exemples de pays ayant rompu brutalement avec leurs créanciers et subi en retour des sanctions ciblées, une raréfaction des devises et une dégradation rapide des conditions de vie. Le cas du Zimbabwe est souvent cité comme référence négative, une affirmation de souveraineté mal séquencée, suivie d'une perte de confiance internationale, puis d'une spirale inflationniste difficile à contenir. Dans cette lecture, la souveraineté n'a de sens que si elle préserve un socle matériel minimal pour la population. La seconde position adopte une perspective plus systémique. Ses défenseurs estiment que la dépendance financière n'est pas un accident, mais le produit d'un modèle international qui limite structurellement l'autonomie des États riches en ressources. Continuer à céder sous pression reviendrait, selon eux, à prolonger un cycle défavorable où chaque concession réduit la capacité de négociation future. Ils avancent que certains pays africains ayant repris progressivement le contrôle de leurs leviers économiques ont, à moyen terme, amélioré leur stabilité, précisément parce qu'ils ont accepté un coût de transition initial. La réponse construite autour d'Ibrahim Traoré cherche à dépasser cette opposition binaire. Elle reconnaît la validité des deux alertes, tout en déplaçant le cœur du risque. Le danger principal ne réside pas tant dans le refus que dans son rythme et sa coordination. Une rupture trop rapide peut provoquer des chocs sociaux incontrôlables, une transition trop lente peut être neutralisée par des pressions extérieures renouvelées. La stratégie consiste donc à avancer par paliers mesurables en utilisant les données économiques comme garde-fou plutôt que comme argument idéologique. Ainsi formulée, la question n'est plus morale mais opérationnelle.
Comment maximiser l'autonomie décisionnelle sans déclencher une instabilité que la souveraineté elle-même ne pourrait absorber? C'est dans cet espace intermédiaire, entre prudence et rupture assumée, que se joue la crédibilité réelle de la trajectoire engagée. Cette phrase, longtemps restée confidentielle, reconfigure instantanément la lecture de la crise. Jusqu'ici, l'ultimatum d'août était interprété comme une confrontation bilatérale, opposant un État isolé à des créanciers puissants. La révélation d'un cadre régional préparé en amont change l'équation du risque et du rapport de force. Derrière la décision portée par Ibrahim Traoré se trouve ce que plusieurs sources décrivent comme un mécanisme de coordination sahélienne, reliant le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Il ne s'agit pas d'une alliance déclarative, mais d'engagements concrets et discrets en matière de sécurité, de logistique et de protection des ressources stratégiques. Autrement dit, la pression exercée sur Ouagadougou ne visait pas un acteur solitaire, mais un noyau régional capable de mutualiser ses capacités. Cette information modifie profondément la perception de l'ultimatum. Les risques demeurent, mais ils sont désormais partagés. Toute mesure coercitive prise à l'encontre d'un seul pays élèverait automatiquement le coût politique et opérationnel pour l'ensemble de la région concernée. La dissuasion ne repose plus uniquement sur la volonté nationale, mais sur la coordination. À mi-parcours, le sens de la séquence bascule. Ce qui apparaissait comme un refus ponctuel devient un précédent régional. Pour Ibrahim Traoré, cette dimension collective transforme une posture perçue comme solitaire en stratégie synchronisée, réduisant l'asymétrie initiale et ouvrant un champ de possibles plus large que prévu. Les effets de la décision ne sont pas restés théoriques. Ils se sont rapidement traduits par des changements perceptibles pour plusieurs groupes, chacun exposé différemment aux retombées du choix opéré en nous. Cette diversité d'impact permet de mesurer la portée réelle de la séquence, au-delà des discours et des intentions. Pour l'État burkinabé d'abord, la reprise partielle de contrôle sur les ressources aurifères modifie la structure des recettes publiques. Les projections internes évoquent une augmentation potentielle des revenus fiscaux liés à l'or pouvant atteindre 40% sur une période courte. Cette marge supplémentaire ne résout pas les tensions budgétaires accumulées, mais elle offre un espace de manœuvre inédit. Elle permet de financer certaines priorités nationales sans recourir immédiatement à de nouveaux emprunts, tout en renforçant la crédibilité financière de l'exécutif conduit par Ibrahim Traoré. Pour les entreprises, notamment dans le secteur minier, l'impact est plus contrasté. Certaines sociétés étrangères ont suspendu ou gelé leurs investissements, invoquant une incertitude juridique et politique accrue. D'autres, en revanche, ont engagé des discussions pour renégocier leurs contrats, conscientes que le rapport de force avait évolué. Cette phase d'ajustement ralentit certains projets à court terme, mais elle ouvre aussi la voie à des partenariats plus équilibrés où la transformation locale, l'emploi et la fiscalité deviennent des critères centraux. Du côté des populations locales, en particulier dans les zones minières, les changements sont plus tangibles et plus symboliques à la fois. La perspective d'une meilleure redistribution des revenus alimente des attentes fortes. Des programmes sociaux, financés par les nouvelles recettes aurifères, sont évoqués publiquement. Infrastructures de base, écoles, centres de santé. Même lorsque ces projets ne sont pas encore matérialisés, le simple fait qu'ils soient désormais discutés modifie le climat social. Le sentiment d'exclusion recule au profit d'une appropriation progressive des ressources. À l'échelle régionale, enfin, la décision résonne bien au-delà des frontières nationales. Le cadre de coordination sahélienne renforce la crédibilité de la démarche et réduit le risque d'isolement. Pour les pays voisins, l'exemple burkinabé devient un point de référence observé avec attention et prudence. Il suggère qu'une affirmation collective peut amortir les chocs extérieurs plus efficacement qu'une stratégie solitaire. Dans cette configuration, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un décideur isolé que comme un catalyseur. Les conséquences de son choix redéfinissent les attentes de l'État, des acteurs économiques, des citoyens et des partenaires régionaux. La souveraineté cesse d'être un concept abstrait pour devenir une expérience vécue, inégale selon les groupes, mais désormais impossible à ignorer.
À partir des mêmes données de départ, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour le Burkina Faso à l'horizon des 6 à 12 prochains mois. Elles ne prédisent pas l'avenir, mais décrivent des combinaisons cohérentes de choix, de contraintes et de réactions extérieures, permettant d'évaluer la robustesse de la décision initiale. Le premier scénario, dit de consolidation prudente, repose sur une stabilisation progressive. Les exportations d'or reprennent à un rythme contrôlé après la réorganisation des sites stratégiques. L'État maintient une discipline budgétaire stricte, limite les dépenses non essentielles et sécurise les services de base. La croissance reste faible, mais évite une rupture brutale. Les tensions diplomatiques persistent, sans escalade majeure, grâce à des négociations discrètes avec des partenaires alternatifs. Dans ce cadre, la souveraineté progresse lentement, au prix d'une visibilité politique réduite, mais d'une relative préservation sociale. Le deuxième scénario est plus favorable et s'appuie sur un effet d'entraînement régional. La coordination sahélienne devient un levier économique actif, facilitant des échanges intra-régionaux et une harmonisation partielle des politiques minières. De nouveaux partenariats émergent, attirés par un accès plus direct aux ressources et par une stabilité politique renforcée. Les recettes issues de l'or soutiennent des investissements ciblés dans l'agriculture, la formation technique et les infrastructures. Dans cette hypothèse, la trajectoire engagée par Ibrahim Traoré devient une référence régionale, démontrant qu'une affirmation souveraine peut produire un cercle vertueux mesuré. Le troisième scénario est le plus tendu. Les pressions internationales s'intensifient, certaines mesures coercitives compliquent dans l'accès aux circuits financiers et l'inflation progresse. Les importations essentielles deviennent plus coûteuses, affectant le pouvoir d'achat. Toutefois, les leviers miniers amortissent partiellement le choc, évitant un effondrement immédiat. La cohérence politique limite la fragmentation interne, mais le coût social devient plus visible. Une règle analytique s'impose alors. Ne pas confondre incertitude et faiblesse. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu central reste la capacité d'ajustement. Tant que les mécanismes engagés demeurent réversibles et mesurés, chaque scénario conserve une marge de correction, condition essentielle pour traverser une phase de transition sans basculer dans l'irréparable. Au-delà des indicateurs macroéconomiques, la décision se traduit par des effets concrets dans la vie quotidienne, perçus différemment selon les groupes sociaux. Pour les jeunes urbains, souvent confrontés au chômage et à l'incertitude, le discours sur la souveraineté modifie l'horizon des possibles. L'idée que les ressources nationales puissent financer des projets locaux alimente de nouvelles attentes en matière de formation, d'emploi technique et d'initiatives entrepreneuriales. Ce déplacement est d'abord psychologique, mais il influence déjà les choix individuels, notamment la volonté de rester et de s'investir dans le pays. Dans les zones minières, les travailleurs ressentent la transition de manière plus directe. La reprise partielle de contrôle par l'État s'accompagne de discussions sur les conditions de travail, la sécurité et la redistribution. Même lorsque les changements restent limités, le simple fait que ces sujets soient débattus publiquement rompt avec une longue période d'invisibilité sociale. Pour ces communautés, la souveraineté devient une promesse évaluée à l'aune d'améliorations tangibles, et non d'un récit abstrait porté par les élites. Les ménages urbains, en revanche, perçoivent surtout les tensions. La hausse potentielle des prix, les incertitudes sur les importations et la crainte d'une inflation durable pèsent sur le quotidien. Cette inquiétude coexiste avec un sentiment de fierté nationale, créant une ambivalence marquée. Beaucoup acceptent l'idée d'un coût à court terme, mais cherchent des signaux clairs que l'effort est partagé et limité dans le temps. Pour le spectateur extérieur, ces dynamiques offrent une lecture plus nuancée. La séquence ne produit ni adhésion totale, ni rejet uniforme. Elle ouvre un espace de débat où se croisent espoir, prudence et fatigue sociale. Ibrahim Traoré apparaît ici moins comme un décideur distant que comme un repère autour duquel s'articulent ses attentes contradictoires. La crédibilité de la trajectoire engagée dépend désormais d'un facteur simple: la capacité à transformer un récit de souveraineté en résultat perceptible, sans ignorer les contraintes du quotidien. Transformer une décision politique en souveraineté durable exige une séquence lisible et mesurable. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu principal n'est plus l'annonce, mais l'exécution,
structurée autour de plusieurs étapes interdépendantes, chacune associée à des indicateurs concrets. La première étape concerne la sécurisation des ressources. Des dispositifs associant forces de sécurité et autorités civiles visent à garantir l'intégrité des sites miniers et des axes logistiques. Le critère de succès est volontairement simple. Continuité de la production, absence de perturbations majeures et traçabilité accrue des flux. Sans cette base, aucune réforme ultérieure ne peut tenir. La deuxième étape porte sur la révision contractuelle. Un groupe d'experts réunissant économistes, juristes et ingénieurs examine les accords miniers existants. L'objectif n'est pas la rupture systématique, mais la renégociation ciblée en activant des clauses jusque-là peu utilisées. La mesure clé devient la part de valeur ajoutée conservée localement, évaluée à travers la fiscalité, l'emploi et les investissements sociaux associés. La troisième étape vise les infrastructures et les services visibles. Les recettes supplémentaires attendues de l'or doivent être orientées vers des projets identifiables. Routes dans les zones minières, centres de santé, écoles techniques, ces investissements remplissent une double fonction. Ils améliorent les conditions de vie à court terme et renforcent l'acceptabilité sociale de la transition. La quatrième étape est régionale. La coordination sahélienne sert de cadre de stabilisation en mutualisant certaines capacités logistiques et économiques. Enfin, une cinquième étape concerne la mesure publique. Chaque action est associée à des indicateurs transparents permettant d'évaluer les progrès et d'ajuster le rythme. Dans cette logique, Ibrahim Traoré cherche moins à accélérer qu'à séquencer. La question clé devient alors pratique: comment maintenir la cohérence entre volonté politique, capacité administrative et attente sociale sur la durée? Lorsque la tension immédiate retombe, ce ne sont ni les chiffres, ni les communiqués qui restent en mémoire, mais des images plus simples, celles des sites aurifères redevenus visibles dans le débat public, des discussions animées dans les rues de Ouagadougou et d'un drapeau qui cesse d'être un décor pour redevenir un symbole actif. La décision prise n'efface pas les fragilités du pays, mais elle modifie la manière dont elles sont perçues et assumées collectivement. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un héros que comme un point de convergence. Son choix agit comme un miroir tendu à la société burkinabé, l'obligeant à s'interroger sur ce qu'elle attend réellement de la souveraineté. Non pas une promesse immédiate de prospérité, mais la capacité de reprendre la main sur des décisions longtemps déléguées, avec les coûts et les responsabilités que cela implique. Le motif introduit plutôt revient ici avec clarté. Choisir, c'est accepter une part d'incertitude. Renoncer à choisir, c'est déléguer son avenir. Cette distinction, simple en apparence, structure désormais le débat national. Elle rappelle que la souveraineté n'est pas un état figé, mais un processus exigeant, construit dans la répétition de décisions imparfaites mais cohérentes. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu dépasse la séquence d'août. Il réside dans ce qui suivra, dans la capacité à inscrire ce choix initial dans la durée, sans illusion ni renoncement. La décision prise par le Burkina Faso ne se referme pas sur elle-même. Elle ouvre une conversation plus large, qui dépasse les frontières nationales et invite à réfléchir à la relation entre pouvoir, ressources et choix collectifs. Ce qui se joue ici n'est pas un modèle prêt à reproduire, mais une expérience en cours, observée avec attention par d'autres pays, confrontés à des dilemmes similaires. Le cas burkinabé rappelle que la souveraineté n'est ni abstraite, ni réservée au discours officiel. Elle se manifeste dans des arbitrages concrets, visibles, parfois inconfortables. Pour le spectateur, l'enjeu n'est pas d'adhérer ou de rejeter, mais de comprendre les mécanismes à l'œuvre. Comment une nation négocie-t-elle sa place dans un système international contraignant? Jusqu'où peut-elle aller sans compromettre son équilibre interne? Et à partir de quels signaux faut-il s'interroger lorsque le coût social devient trop lourd? Ces questions dépassent largement un seul pays. Ibrahim Traoré, au cœur de cette séquence, n'apporte pas de réponse définitive. Il trace un cadre, ouvre une trajectoire et laisse volontairement une part d'incertitude. C'est dans cet espace que le débat devient utile. Observer, comparer, discuter, sans simplifier à l'excès. La conversation reste ouverte. À chacun désormais de se demander: que signifie réellement choisir son avenir?
et à quelles conditions ce choix peut-il être partagé durablement ?